Salut tout le monde. Voilà, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis heureux de voir que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter et à voir, à regarder aussi les vidéos. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur les sectes. Alors j'introduis cette vidéo en vous disant que je me sers énormément de ce que me demandent soit les internautes ou souvent mes élèves. Donc on m'a posé la question, on m'a posé une question assez pertinente puisque c'est une élève qui assistait à un cours sur le non-verbal. Alors je vous préviens, j'ai pas de montage aujourd'hui, j'ai pas de PowerPoint, je fais ça comme ça. Me poser cette question, tiens, est-ce qu'on peut, avec le non-verbal, avec la gestuelle, avec les expressions faciales, avec le décor, etc., est-ce qu'on peut influencer quelqu'un, par exemple, à rentrer dans une secte? Et donc la réponse d'emblée c'est oui évidemment. Et est-ce que les personnes qui travaillent dans ce type d'organisme sectaire, est-ce qu'ils connaissent des techniques comme toi Dominique tu connais? Oui, certains oui bien sûr, clairement. Alors c'est pas pour autant qu'il faut pas étudier le non-verbal, hein, il faut en avoir peur, mais c'est sûr et certain que c'est toujours la même chose. Si vous voulez, le non-verbal, je vous dirais par extension toutes les techniques psychologiques, voilà, elles sont neutres. On peut s'en servir soit pour faire le bien, on peut s'en servir aussi pour faire le mal. C'est comme ça. Donc on peut essayer d'asservir les gens, on peut essayer de les libérer. Donc vous voyez, pour moi c'est comme tout dans la vie. Je peux avoir un couteau entre les mains, le couteau il est neutre en soi, hein. Il peut m'aider à couper de la corde, il peut m'aider à couper du pain, et il peut aussi, je pourrais tuer quelqu'un. Dans tous les cas de figure, c'est pas le couteau le problème, c'est ce que j'en fais. Et là, s'il y a des personnes qui font n'importe quoi, c'est pas qu'elles font n'importe quoi, dans leurs objectifs, dans leur façon de penser, elles ne font pas n'importe quoi. Elles cherchent à atteindre des objectifs. C'est pour ça qu'à mon sens, plus on en connaît sur la psychologie, plus on connaît aussi le non-verbal, plus on comprend tout ça et plus on peut se défendre, évidemment. Hein, c'est un peu comme dans les arts martiaux. Voilà, moi je suis pas spécialement quelqu'un de violent, mais j'ai toujours aimé les sports des combats, les arts martiaux. Pourquoi? Parce qu'en situation de légitime défense, bien j'ai peut-être un peu plus de chance, j'ai dit un peu plus de chance que quelqu'un de savoir peut-être me sortir d'une situation, parce que moi aussi je manipule les mêmes codes. Je sais donner un coup, je sais travailler avec des armes, etc. C'est exactement la même chose pour la psychologie, pour le non-verbal, par extension, je vous dirais même la naturopathie. On va parler de tout ça. Donc, je vous aurais bien fait une grande définition sur ce qu'est une secte, mais très sincèrement, moi, j'ai rien trouvé de probant, parce qu'il y a plein de choses qu'on définit comme étant une secte, et c'en est pas une. Et c'est très délicat. C'est très délicat parce que je vous dirais qu'à un certain niveau, on pourrait presque dire qu'un groupe politique devient sectaire à un certain moment. Moi, je vous dirais à partir du moment où un groupe commence à se replier sur lui-même, ça peut commencer, j'ai bien dit, ça peut commencer à devenir sectaire, voilà. Mais bon, il y a des groupes que l'on dit sectaires finalement qui ne le sont pas, et puis d'autres groupes que l'on croit tout à fait non sectaires et qui le deviennent. Donc, c'est un peu particulier. Moi, je vais résumer l'histoire en vous disant ceci. Lorsqu'on rentre dans un organisme où, d'une certaine manière, celui qui est à la tête, celui ou celle, parce que bien souvent on oublie qu'il y a aussi des femmes qui gèrent des sectes, hein, donc voilà. Je vous dirais que quand quelqu'un vous prive de votre liberté de penser, lorsqu'une personne vous prive de vos biens, en tout cas elle vous pousse considérablement à lui donner ou donner à l'organisme tous vos biens, lorsqu'on vous prive de tout raisonnement personnel. Vous voyez, lorsqu'on vous prive de liberté, lorsqu'on vous menace, lorsque vous voulez quitter l'organisation, vous avez compris une chose, c'est que vous êtes réellement dans une secte. Voilà. Mais là, c'est trop tard. c'est trop tard. Donc, vaut mieux essayer de pas y rentrer. Voilà, alors je vous donnais quelques petits trucs et astuces déjà pour comprendre comment tout ça ça fonctionne. D'abord, faut déjà se rendre compte d'une chose, c'est qu'il y a des profils qui sont plus susceptibles que d'autres de rentrer dans une secte. Quand je parle de profil, même ce terme, je l'aime pas.
parce que c'est pas réellement des profils. Je vous dirais qu'il y a certains moments dans notre vie où on serait peut-être plus susceptible de craquer et de rentrer dans une secte sans le savoir, évidemment. Parce que personne ne rentre de plein pied en se disant je vais rentrer dans une secte. Non, on rentre dans certains mouvements qui nous promettent monts et merveilles. Les périodes sont assez simples, ce sont des périodes de fragilité psychologique et émotionnelle. Par exemple, vous avez perdu un être cher, le monde s'écroule autour de vous et puis un jour on vous dit bah tiens il y a un séminaire qui se fait sur sur le deuil. Vous allez assister à ce type de séminaire et peut-être que il y a peut-être quelqu'un de sectaire qui est là derrière et qui propose ce type de séminaire. Attention, j'ai pas dit que les séminaires sur le deuil, c'était tous des gens qui étaient dans des sectes. Parce que bien souvent, le développement personnel, vous allez voir, c'est vrai que certaines personnes qui voudraient alpaguer d'autres peuvent en effet monter ce type de séminaire dans le développement personnel, mais enfin souvent on monte le développement personnel, mais on oublie de dire que on peut servir de réseau politique. Les sectes peuvent introduire aussi les écoles, les campus universitaires, etc. Peut introduire dans le sport, donc ça me fait rire quand on vous parle de développement personnel, parce que dès qu'on parle du développement personnel, on se dit oh méfiez-vous, c'est une secte, mais par contre on vous dira pas méfie-toi de ce club de sport. Voyez-vous, ça c'est intéressant, on croit que ça n'existe pas, or les sectes en fait elles peuvent être quasiment partout, donc c'est pas forcément un courant, un secteur. Maintenant, il est vrai que le développement personnel est peut-être un peu plus propice, mais c'est pas pour autant que toutes les personnes qui travaillent dans le développement personnel, dans le rayon de la psychologie, etc., sont tous des personnes qui travaillent dans des sectes. Hein. Donc, comme je dis, il faut tout de même pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà. Alors, les personnes fragiles, bah oui, on peut tous être fragiles à un moment donné. On a perdu son emploi, on a perdu une personne qui nous était proche, on a perdu ses points de repère pour X raisons, fragilité. Certaines personnes se présentent à nous et puis on les trouve plutôt sympas et elles nous expliquent que finalement si on rentre dans une organisation, bah on ne sentira pas la douleur. En tout cas, l'organisation va nous aider à supporter la douleur. Ça peut ça peut se faire. Mais c'est pour ça que je vous dis attention. On a certains compagnonnages, par exemple, qui fonctionnent sur le même système et qui ne sont pas des sectes. Hein. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention dans la définition des sectes. Mais voilà, vous savez que les périodes de fragilité sont des périodes qui sont plus propices pour nous tous à se laisser endoctriner. Deuxième chose, c'est vrai que les personnes qui recherchent le pouvoir et la science peuvent être endoctrinées plus souvent. Alors, vous allez me dire, mais attends, la science... Eh ben oui, moi j'ai vu par exemple dans la secte Mandarum il y a des années qui était franchement c'était du grand guignol Mandarum. Du grand guignol. Il faut voir ça, vous faites une recherche secte Mandarum, vous vous dites mais comment on peut rentrer là-dedans? C'est gros comme une maison, enfin comme une maison non, comme une cathédrale. C'est du grand guignol. Et pourtant, moi j'ai vu des gens du CNRS rentrer là-dedans et être complètement endoctrinés. Pourquoi? Parce que quand un leader charismatique vous dit qu'il possède un savoir unique, qu'il est en relation avec les extraterrestres, comme le fait Raël par exemple, de la secte des Raéliens, on se dit pourquoi pas, peut-être que je pourrais aussi toucher à cette technologie, ce savoir, et ça ferait de moi quelqu'un aussi d'extraordinaire. Donc attention, la recherche du pouvoir et de la science, paradoxalement, peuvent amener à ça. Je rappelle tout de même pour mes amis scientifiques qui parfois me disent nous, en tant que scientifiques, nous ne croyons à rien. Science, alors la science parle de théorie. Et la théorie, ça vient du grec théorao qui veut dire qui voit le divin. Donc vous voyez, c'est marrant d'entendre ça des scientifiques qui finalement ne jurent que par le divin, que par la théoria. En bref, ils ne le savent pas eux-mêmes, mais voilà, alors tous les scientifiques évidemment ne fonctionnent pas de la même manière, mais tout ça pour vous dire qu'il faut quand même pas s'étonner de voir des scientifiques rejoindre des sectes. Pas du tout, c'est tout à fait normal, parce qu'il y a cette fameuse recherche du pouvoir et de la science. Et évidemment, on peut avoir des personnes qui se pointent par hasard, hein, vous voyez, on est invité par un ami. Oh bah écoute, viens, il y a un super séminaire, je sais pas moi, sur du yoga, et encore une fois, j'ai pas dit que yoga égale secte, hein, mais yoga, d'autres pratiques, etc. C'est parce que j'en ai une en tête, et moi j'ai un ami qui m'avait invité.
ok, c'est super, mais derrière c'est une secte quand même. Donc l'ami qui vous a conseillé super organisme, on se méfie un peu moins, période de fragilité, recherche peut-être du pouvoir et de la science, vous voyez, c'est voilà. Des personnes qui vous font miroiter que grâce à leur savoir, vous allez connaître les secrets de l'univers, et vous vous dites, bon tiens, j'ai pas eu un très très bon parcours scolaire, c'est bon, je vais rentrer là-dedans, et puis je vais devenir un dieu ou une déesse vivante. Vous voyez, c'est ça un peu l'idée. Donc en effet, on peut avoir ce type de profil, mais je vous dirais encore une fois, de manière générale, tout le monde peut être touché, quoi. Voilà. Période de fragilité, ça reste quand même la meilleure chose. Alors, est-ce qu'il y a des tranches d'âge? Je vous dirais que oui, il y a quand même des tranches d'âge qui sont quand même plus favorables. Alors, on remarque les 18-25, et on dira les 40-60. Alors, 18-25, on n'a pas trop de mal. Parce qu'on se dit, oui, ok, l'adolescent, 25 ans, on n'est plus ado. Mais disons quand même que 18 ans termine l'adolescence, on n'est pas encore complètement construit, on a encore avec plein d'idéaux dans la tête, etc., etc. On est plus facilement manipulable. On vient juste de sortir des études, vous voyez, comment je dire, on vient juste de passer son bac si tout s'est bien passé. Et puis on rentre dans les études supérieures. On est plein, logiquement, on est plein de croyances en l'avenir. Voilà, on a beaucoup on se fait beaucoup d'illusions. Et c'est bien. Mais encore une fois, les illusions, ça peut nous amener aussi, les illusions sans discernement, ça peut nous amener à aller droit dans le mur. Donc oui, puis c'est le moment où on a tout à prouver, si vous voulez. Donc il suffit de tomber sur la bonne personne qui vous dit moi je vais te donner des responsabilités au sein de l'organisation, tu vas voir, tu vas devenir quelqu'un, et puis ça va te booster aussi au niveau professionnel, etc., etc. Et on tombe dedans facilement. Pour les 40-60, on pourrait se dire, tiens, c'est quand même bizarre, mais 40-60, vous savez, 40 ans, on est, entre guillemets, on est un peu à la moitié de sa vie. Donc on se dit, bon, qu'est-ce que j'ai fait? 40 ans, c'est le moment du bilan. Voilà, j'aimerais bien être heureux, j'aimerais bien changer de métier. C'est le moment du repositionnement sur sa vie. Et donc là, vous voyez, ça va très vite, ça va très vite. Ah, j'ai été passer un test de personnalité dans une organisation. Et finalement, on me dit, ok, voilà, t'as certaines qualités qui pourraient être mises au profit de telle organisation. Voilà, pourquoi pas. Et c'est comme ça qu'on récupère des gens. Puis, vous savez, c'est un peu 40 ans, c'est le moment où on se dit, voilà, j'ai peut-être un peu moins d'énergie, j'ai peut-être envie de me reconnecter avec les vraies valeurs, aller cultiver mon potager dans le sud de la France, vous voyez, ce genre de choses. Et il y a des gens qui vous promettent ça. Venez chez nous, vous allez apprendre à cultiver vos propres légumes, vous allez apprendre à manger sainement, vous allez faire un retour à la nature. Et là, hop, on peut partir aussi dans une dérive. Mais encore une fois, j'ai bien dit, il y a des organisations qui proposent certaines choses qui n'ont rien à voir avec des sectes. C'est pour ça qu'il faut avoir du discernement là-dedans. Et au préalable, bien se renseigner. Voilà. Mais voilà, c'est une des techniques qui est utilisée clairement, et c'est vrai que vers 40-60 ans, bon, on est peut-être un peu plus susceptible de tomber là-dedans. Alors, globalement, on pourrait se poser la question aussi de comment, une fois qu'on est rentré dans tout ça, comment on va nous alpaguer. C'est là où le non-verbal, il va être intéressant tout de même. Bon, je vais pas vous faire un cours complet là-dessus parce qu'il y aurait 1000 gestes. Mais enfin, j'ai quand même sélectionné quelques gestes dont on sert par exemple en hypnose. Je précise l'hypnose positive, donc l'hypnose thérapeutique ou l'hypnose de scène. L'hypnose de scène, la visée c'est le divertissement. L'hypnose thérapeutique, la visée c'est de soigner les gens. Mais on a quand même des techniques parfois similaires
à ce qui est utilisé là-dedans. Alors, par exemple, il est vrai que quand vous avez, et pour en avoir fréquenté quelques-unes, volontairement, je précise, parce que je suis assez fasciné par tout ça, quand vous côtoyez, quand vous rencontrez une personne qui représente l'organisation, il y a une récurrence. Par exemple, au niveau facial, hein. Alors je vais pas vous dire qu'il existe une structure morphologique, c'est pas vrai. Voilà, ça c'est faux. Mais par contre, on va retrouver souvent un sourire figé. C'est-à-dire la personne, c'est le sourire de circonstance. Quand on regarde, elle vous sourit, mais elle vous sourit pas avec les yeux. C'est-à-dire les coins des yeux ne sont pas plissés. Pourquoi? Parce que c'est un peu des public relations, si vous voulez. Ils sont là pour sourire de circonstance, mais pas animé. Et il y a une contradiction très souvent entre le sourire et le regard qui est très droit. Avec, vous pouvez ajouter un troisième élément, souvent les yeux ne clignent pas beaucoup. Faut savoir que les yeux, j'ai fait d'ailleurs une vidéo là-dessus, vous pouvez aller voir sur les clignements des yeux. Globalement, toutes les 3 secondes, vous pouvez vous attendre à un clignement. Lorsque quelqu'un est stressé, ça peut être beaucoup plus rapide. Et par contre, pour quelqu'un qui s'est entraîné à avoir un regard fixe, par exemple dans un endoctrinement, là ça commence à devenir beaucoup plus long. C'est-à-dire que la personne est capable de vous regarder, et c'est important, elle est capable de vous regarder, mais en ne clignant quasiment pas des yeux. Si vous voulez voir un film là-dessus, de toute façon, regardez le Silence des agneaux. Hannibal Lecter cligne très très peu des yeux. Pourtant, il observe la personne, mais chez lui, vous voyez que c'est une forme d'emprise. Il pourrait très bien être un gourou de secte, entre parenthèses, vous voyez. C'est une emprise psychique. Et on voit, il ne cligne quasiment pas des yeux. Donc, dites-vous que et les hypnotiseurs, ceux qui servent de leur regard, bien souvent, c'est ce qu'ils font aussi, hein, pour augmenter leur charisme et pour avoir un regard hypnotique. Donc, peu de clignement au niveau des yeux. Donc, on se retrouve peut-être avec un clignement toutes les 15-20 secondes. Le fait que le sourire soit là, mais soit un sourire relativement figé. La voix, souvent, est douce. Douce et le rythme est bas. Vous voyez, pour ne pas éveiller, ils savent très bien qu'il ne va pas éveiller la peur, si vous voulez. Donc, entre le regard qui dit « je te lâche pas du regard et j'essaie de pénétrer ton esprit », le sourire de circonstance qui est pas un véritable sourire, et en même temps... je ne sais plus ce que je vous ai dit comme troisième élément, peu importe. En tout cas, entre ces divers éléments et les clignements, en tout cas, les clignements qui montrent bien qu'il y a une volonté de garder les yeux ouverts pour essayer de vous avoir sous leur domination psychique. On voit quand même qu'on a quand même pas mal de caractéristiques là qui vous montrent que, attention, danger, quoi. La voix lente, excusez-moi. Et la voix lente qui montre que tout est maîtrisé d'une certaine manière. Alors il y a ça. Il y a la poignée de main aussi. Alors je sais, pour l'instant, on est encore au check, hein. Bon, voilà. Je sais pas si on verra de sitôt réapparaître notre bonne poignée de main, notre bonne vieille poignée de main, mais en tout cas... La poignée de main, il y a un rythme dans une poignée de main. Sans vous en rendre compte, normalement, il y a d'abord ce qu'on appelle le respect de la proximité. C'est-à-dire que quand vous serrez la main à quelqu'un, vous êtes à peu près à distance de votre bras semi-plus fléchi, et même chose de l'autre côté. Et quand on se serre la main, eh bien, on a à peu près un rythme de 3 secondes, si vous voulez ça. 1, 2, 3. Mais ça fait à peu près ça, puis on se lâche la main. Et puis ces personnes, en fait, ce qu'elles font, c'est soit... Elles font le 1, 2, 3 et vous allez sentir qu'elles lâchent votre main vers le bas. Si votre main se relâche, si vous avez le malheur, elles ont calculé que ça, c'était une faible résistance par rapport à un ordre donné. Donc elles se disent déjà que vous êtes beaucoup plus suggestionnable. Voilà. Parce que vous n'avez pas résisté. Autre chose, autre technique, on vous serre la main et en même temps, la main gauche se place sur votre poignet. Pourquoi? Parce que en faisant ça, en fait, on garde la pression sur la main. Alors, on reste pas 3 secondes. On reste plus longtemps. Donc, c'est sous emprise de la main. Et l'autre, en fait, rompt la proxémie. Il faut savoir que des études ont montré que plus on montait dans votre intimité, c'est-à-dire la main
c'est ce que vous donnez, mais vous n'avez pas donné le poignet, mais la personne s'autorise déjà à toucher le poignet, ou à toucher le coude, ou à toucher l'épaule. Plus elle se rapproche, et plus vous la laissez faire. Plus vous ne marquez, donc si vous ne marquez pas de frein pour la personne, vous la laissez monter dans votre intimité. Donc d'une certaine manière, c'est ok. C'est plus facile pour elle. Et paradoxalement, c'est vrai, hein, on sait très bien que quand vous n'avez pas réellement de mouvement de recul par rapport à ça, c'est un peu pour acquis. Donc, ces techniques, la voix, le sourire figé, les clignements au niveau des yeux qui sont relativement rares, la poignée de main où il calcule 3, on lance vers le bas, ou la poignée de main où on garde et on vient placer la main gauche au-dessus. Vous voyez, tout ça au-dessus, sur le poignet, sur le coude ou sur l'épaule. Tout ça va donner quelque chose. Va donner, si vous voulez, à la personne qui exécute une forme de pseudo-pouvoir. C'est un pseudo-pouvoir. Hein. C'est vous qui lui prêtez le pouvoir. Parce qu'en fait, il utilise ce type de technique qui marche, en fait, qui influence les gens. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils se sentent guidés, ils sentent que l'autre a une forme de charisme, mais qui est complètement factice. Tout ça est travaillé, en fait. Mais ça marche. Ça marche pas chez tout le monde, mais ça marche. Et il suffit que vous soyez fragile, voyez, et que vous attendiez une forme de référence, quelqu'un qui exprime la stabilité, et ça, il va jouer avec sa voix, quelqu'un qui a l'air d'être maîtrisé, qui vous sourit, qui a en même temps un regard qui est franc, et qui a un regard qui est pénétrant, comme s'il était capable de lire au travers de vous. Vous voyez, tout ça. En même temps, il a une main chaleureuse, et en même temps, il est capable de monter dans votre intimité. Tout ça, pour votre cerveau, ça se dit, bon, ouais, pourquoi pas, quoi. Vous voyez? On se laisse guider. Donc, alors on peut se laisser guider, comme moi j'adore le faire semblant que je marche dans une combine. J'adore ça. C'est encore mieux quand je me retire de la combine. Mais si vous voulez pas le faire, vous pouvez très bien serrer la main et garder une certaine distance. Et observer, et à la rigueur, vous rigidifiez un peu, tout de suite ça casse l'ambiance. On voit très bien que chez vous, la personne va ramer un peu plus pour pouvoir vous convaincre de la suite. Voilà. Alors dans la suite, je vous dirai dans les autres étapes, bon, il y a toutes des techniques. Hein. Bon. Je vous dirais quand même qu'une des techniques, après tout ça, c'est de rentrer quand même dans ce qui est encore non-verbal, c'est le décorum. Quand vous arrivez dans des endroits où, je sais pas moi, il y a les symboles, des symboles kabbalistiques, j'en sais rien, moi, tout ce que vous voulez, des armoiries. Enfin, moi, j'ai vu des gens se prosterner devant des petites statuettes Made in China, hein, donc je ne m'étonne de rien. Le décorum joue beaucoup. Donc, le style de musique, parce qu'il y en a qui utilisent la musique, le style de musique, le style de décor, tout, c'est la mise en scène. Et cette mise en scène, allez voir, encore une fois, j'ai fait des vidéos là-dessus, sur le décorum, l'impact du décorum. Le décorum agit sur nous, qu'on le veuille ou pas. Je veux dire, si ça n'agissait pas, pour l'instant, vous savez que ça va être la course aux élections en France. On voit très bien que dans les meetings politiques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser un décorum. C'est bien sûr qu'ils vont utiliser comment vais-je dire, je sais plus si on dit un logo en politique, mais en tout cas voilà, le logo, certains signes de ralliement, des couleurs bien spécifiques. Enfin, tout ça est utilisé. Quand Steve Jobs présente l'iPhone, croyez-moi que derrière il y a une mise en scène qui ressemble très fort à quelque chose de religieux, ce qui est d'ailleurs la technique Apple. Hein, on fait partie de la communauté. Donc chaque secte va avoir son décor qui lui est propre, bien sûr. Et tout ça va nous influencer d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc, l'influence du décor, ne le négligez jamais, parce que le décor a une grosse influence. Donc, je répète, le non-verbal, il y a le non-verbal des personnes, hein, leurs gestes, leurs attitudes, etc., leur voix, tout ce que je vous ai expliqué. Il y aurait 1000 autres choses à vous expliquer. Vous savez que rien en se positionnant par rapport à vous, selon qu'on se positionne sur la droite, sur la gauche, avec un léger décalage du buste,
une personne peut vous sembler plus sympa à un endroit et moins sympa à un autre endroit. Ça va très vite en fait de flouer votre cerveau. Donc votre cerveau, le mien, hein, je me mets dedans. Simplement, je connais les trucs. Donc ça va influencer. Le décorum, ça va influencer aussi. Donc voilà. Et puis par la suite, après, pour rentrer dans le système, il y a plein de techniques qui sont différentes. Raël, avec les Raéliens, utilise des techniques qui lui sont spécifiques. Moi, je vais vous parler d'un truc quand même. Enfin, j'ai essayé de regrouper. Globalement, quand vous rentrez dans une secte, quand même l'idée, c'est de casser progressivement votre réflexion. Voilà. Et donc, pour casser ça, un des meilleurs systèmes, outre la peur, hein, c'est la fatigue. Donc, je vous dirais des longues journées de travail, de séminaires, avec une bouffe qui est très très light. Hein. C'est pas là où vous allez avoir les entrecôtes de bœuf. En règle générale, on va partir sur quelque chose d'extrêmement vert, si vous voulez. Et puis au fur et à mesure des jours, hein, plus vos séminaires avancent et plus vous allez vous rendre compte qu'on a enlevé certaines familles, par exemple. Donc les protéines ne font plus partie de votre alimentation. Ne vous reste en réalité que les végétaux. C'est très bien les végétaux, mais enfin, à un moment donné, vous allez manquer d'énergie. Et entre l'énergie fournie, le manque de sucre, donc de glucides, et le manque de protéines, la fatigue commence à s'installer. Et alors c'est à ce moment-là, par exemple, que la scientologie, c'est des spécialistes pour ça. Moi, j'aime bien leur technique. Enfin, j'aime bien leur technique. Ils s'en servent pour faire le mal, mais ils sont intelligents. Ils ont en plus, ils vous disent, on suit des séminaires et en plus, vous allez vous purifier. Donc, ils vous mettent, par exemple, des agrumes dans votre régime. Style, vous allez prendre des pamplemousses, vous allez prendre des citrons, etc. Parce que c'est très bien, ça va vous détoxiner l'organisme. Ce qui est vrai. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que c'est vrai. Moi-même, je donne ce type de technique en naturopathie. C'est la vérité. Mais le problème, c'est que le dosage, donc en enlevant certaines familles et en mettant, si vous voulez, des agrumes, par exemple, ils refroidissent le corps. Et il faut savoir que, parce que les agrumes, c'est leur fonction, hein. Une des fonctions des agrumes, c'est de faire descendre la température du corps. C'est pour ça que vous prenez des agrumes quand il fait chaud. C'est ça qui vous désaltère, entre guillemets, qui vous refroidit. On sait que le citron, c'est un des grands remèdes contre l'insolation, par exemple. Donc, pour rabaisser la température. Et donc, ils utilisent ce type de technique, comme ça, ils refroidissent votre corps. En même temps, le fait que vous ayez froid, si vous voulez, plus la fatigue, etc., ralentit vos capacités cognitives. Et donc, c'est là où, évidemment, de plus en plus, on va chercher certaines pratiques, vous isoler. Voilà. Donc, l'isolement, la fatigue, changement d'habitude alimentaire, etc., etc. Et puis, progressivement, vous rentrez dans un système de lobotomisation. Voilà. Mon but, c'est pas de vous faire tout un cours là-dessus, sauf si à la rigueur, vous me demandez d'en développer un. Et là, je prendrai une ou deux techniques de une ou deux sectes pour vous expliquer comment ça fonctionne. Mais globalement, c'est ça. On peut le résumer. Donc, je vous dirai, pour résumer l'ensemble de mon propos, puisque je répondais initialement à mon élève qui me posait cette question, est-ce qu'on peut influencer avec le non-verbal? Oui, et pas que. Bien sûr, mais le non-verbal fait partie, et ça vous l'avez compris. Mais encore une fois, on n'influence pas n'importe qui. Il y a quand même, vous avez vu qu'il y a des âges qui sont peut-être plus susceptibles. Et même si on ne rentre pas dans la catégorie d'âge, il y a toujours quand même des moments dans la vie charnières où, effectivement, on pourrait être plus fragile et tomber dans le panneau. Voilà. Et alors, j'ai parlé, c'est très très important de le souligner, c'est très très important de le souligner. Je vous ai dit, attention, la recherche du pouvoir et de la science peuvent justement amener des gens à rentrer dans les sectes. Et c'est pour ça que certaines sectes vous disent, écoutez, voilà, le docteur Intel, voyez, il est chez nous, donc vous allez dire, parce qu'on nous a tous élevés comme ça, les scientifiques, ils détiennent le savoir, les médecins, faut pas
pas remettre en cause ce qu'ils disent non plus. Hein. Donc, par exemple, et donc, qu'est-ce que vous dites? Bah, vous dites si le docteur Intel il est rentré là, si l'autre il est chercheur au CNRS, bah, c'est que ça doit être sérieux, non? Puisqu'on nous a appris à faire ça, sans remettre en question, donc on tombe dans le panneau, vous voyez. Et en plus, on sera très content, parce que quand on rentrera à la maison, les premiers jours, on dira non, non, c'est très sérieux, puisqu'il y a un docteur Intel, etc., etc., etc. Donc, ça ne veut pas dire que parce que vous avez un docteur, un comité scientifique et tout ce que vous voulez, que derrière, c'est pas une secte, hein. Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Mais encore une fois, j'insiste, ce n'est pas non plus parce que certaines écoles, par exemple, qui donnent des cours de psychologie ou des cours de développement personnel ou ce genre de choses, vous disent, bah, nous on travaille avec des gens qui sont sérieux, ça ne veut pas dire que derrière ce sont des sectes. Parce que comme je l'ai précisé, les sectes on peut les retrouver partout. Voyez. Donc, mis à part être vigilant, poser des questions, apprendre à bien repérer, d'abord à bien se renseigner quand même. Bon, parce que voilà, je pense que maintenant c'est un peu plus facile de se renseigner sur certains mouvements. Mis à part ça, ben voilà, je pense qu'il faut éveiller cette vigilance, parce qu'autrement vous ne ferez plus rien et vous allez vous méfier de tout. Donc ça vous posait un problème. Mais de l'autre côté, il faut pas être idiot. Il faut pouvoir poser les bonnes questions, il faut pouvoir se méfier, développer ce que moi j'appelle l'esprit retors, c'est-à-dire apprendre à, même si quelque chose est bien, on se pose quand même des questions retors, si vous voulez. Voilà. Et il y a des exercices pour ça. Je peux vous en donner des exercices qui font froid dans le dos parce que on dit mon Dieu, tu ne peux pas penser à ce genre de choses, mais voilà, type d'exercice, hein, et après je vous laisse tranquille avec ça, mais voilà, j'ai des amis pompiers qui risquent leur vie tous les jours, mais je dis toujours que pour être un bon pompier, psychologiquement, il faut être un bon pyromane. Les deux ont les mêmes caractéristiques, ils aiment le feu, ils savent travailler avec, etc., etc., etc. Maintenant, un pompier n'est pas un pyromane, mais il partage certaines choses du pyromane. C'est ce qui fait qu'il est bon là-dedans. Voyez-vous, c'est ça l'esprit retors. Un bon criminologue, s'il ne réfléchit pas comme un tueur, il n'attrapera pas grand-chose. Voyez. Donc, tout ça est une manière, une façon de réfléchir. Et j'insiste, dans un monde où on ne vous invite plus à réfléchir. À la rigueur, c'est très mal vu de réfléchir. Il faut réfléchir comme la pensée dominante. On nous incite même, justement, maintenant, à enlever certains mots. On ne peut même plus prononcer certains mots parce que si vous utilisez certains mots, vous êtes raciste, fasciste, vous êtes tout ce que vous voulez. Donc c'est une poisse, évidemment, parce qu'on est en train de condamner les gens à ne plus avoir un raisonnement. Vous voyez? Et ça, c'est dommage. Hein, même chose, on vous dira, depuis qu'on est petit, il faut pas juger les gens sur leur apparence. Oui et non, excusez-moi, hein, mais si je ne peux plus, alors c'est faux sémantiquement, on ne peut pas juger que sur les apparences, mais ne pas prendre en compte les apparences, ce serait une connerie. Vous voyez, c'est vraiment débile. Parce que je pourrais vous faire le coup, hein, vous me voyez à l'image, vous voyez que j'ai un tatouage. Voilà. Il n'y a pas que là d'ailleurs. Voilà, je suis quelqu'un qui est tatoué. Je pourrais vous dire, ça n'a pas de signification. Vous n'allez quand même pas me résumer au tatouage. Bien sûr que non. Mais néanmoins, il est là. S'il est là, c'est qu'il y a une signification. Donc, ce serait débile de ne pas prendre certains éléments et de se dire, on fait comme si de rien n'était. Bien sûr que les apparences, on peut aussi les analyser. Autrement, qu'est-ce qu'on va faire, hein? Je rentre quelque part dans un hôtel, l'hôtel est dégueulasse, mais on va me dire, non, il faut pas vous fier aux apparences, parce qu'en fait, dans le fond, c'est bien. Ouais, d'accord, mais quoi? Il y a plein de poussière, qu'est-ce que je fais, moi? Ah ben non, il faut pas se fier aux apparences. Ah bon? Vous voyez, c'est ça, faut pas être débile. Faut pas rentrer dans un système. Je pense que si on veut protéger notamment les enfants, etc., etc., apprendre l'esprit retors, c'est ça. C'est de pouvoir envisager les choses
sous différents angles, sans juger péjorativement, mais bien sûr qu'on émet des jugements. Voilà, moi je joue avec ma pensée, j'analyse une situation du mieux que je peux, je me pose des questions et j'espère que je pourrai encore vivre dans une société où je peux encore me poser des questions. Peut-être qu'un jour, même ça on nous l'enlèvera, hein, peut-être qu'un jour on va nous foutre des puces dans le cerveau, finalement on nous dira, voilà, ce type d'idée n'est pas autorisé. On n'est déjà pas loin. Puisque déjà ici, le fait de les formuler, ça devient risqué. D'ailleurs, peut-être que ce que je suis en train de dire devient un risque en soi. Donc voilà les amis, ce que je voulais vous faire passer comme idée, c'est si vous voulez ne pas tomber dans un système sectaire, ou en tout cas préserver vos amis, etc., c'est en développant l'esprit retors, en observant. Voilà. En posant des questions, c'est pas la peur qui va vous protéger, quoi que ce soit, c'est pas la peur, c'est la vigilance. La vigilance, l'observation. Et pouvoir, justement, regarder les divers aspects, ombre et lumière. Pour terminer, moi je prendrai toujours, pour étayer ça, la phrase de Carl Jung qui dit « Un dessin ne peut apparaître en relief » que si il y a un savant mélange entre l'ombre et la lumière. Je vous dirais que si vous voulez avoir une pensée qui a un peu de relief, il faut pouvoir envisager l'ombre et la lumière. Voilà, c'est sur cette citation que je vous quitte. Salut tout le monde!